Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons voir, on va descendre un tout petit peu. On va voir ce qu'on appelle les variables. C'est quoi une variable? Et par rapport au temps que le message que je vous avais envoyé la fois passée, si tout va bien, on va aller un peu plus loin pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer les informations qui viennent de l'utilisateur et comment nous pouvons les traiter et les lui renvoyer. Bon, ici, je n'explique pas ce que je fais, vous le connaissez déjà. C'est ma première classe, les variables. Je dois avoir le même nom. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah bon, on va pas s'occuper de ça pour l'instant. Ensuite, on a dit qu'on va créer la première méthode, qui est la méthode main. Comment je fais? Je vais utiliser un raccourci d'IntelliJ. Donc, PSVM. Voilà, il est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que avant qu'on se lance à la création de variables, je vais faire une petite théorie. Je vais parler un tout petit peu en disant ceci. Une variable, c'est un espace dans la mémoire. C'est un espace que nous sollicitons dans la mémoire pour sauvegarder des informations que nous allons recueillir de la part de l'utilisateur pour les exploiter, les traiter et ensuite les retourner à partir d'une variable. Donc c'est un espace. Pour illustrer ça, comment est-ce que je peux l'appeler? C'est comme dans un bureau, prenons un local. Comme chez moi ici, c'est mon bureau. Et ce local, il y a beaucoup de tiroirs. Donc ce local représente la mémoire. Maintenant, dans la mémoire, il y a plusieurs tiroirs. Et ces tiroirs-là représentent une variable. C'est-à-dire, on peut l'appeler, par exemple, un tiroir, on peut l'appeler, supposons, X ou Y, mais c'est un endroit où on va sauvegarder des documents ou des fichiers ou peut-être des informations en gros. Et dans le cadre de la mémoire de l'ordinateur, l'espace qu'on utilise pour sauvegarder des informations s'appelle variable. Avant d'aller plus loin dans les variables, il faudrait que vous puissiez savoir aussi que comment on quantifie l'information. L'information en informatique est quantifiée en bits, en octets, en kilo-octets, en mégaoctets, en gigaoctets et en téraoctets. Qu'est-ce que ça veut dire ce blabla? Ça veut juste dire que l'ordinateur, lui, ne parle pas le même langage que nous les humains. Nous, on écrit en anglais, en français, en chinois, en japonais, en lari, en lingala, ou je sais pas, en bambara et tout. Mais l'ordinateur, lui, parle le binaire. C'est-à-dire que c'est soit zéro, c'est soit un. Et la plus petite information en informatique, c'est le bit ou le byte en anglais. Le bit. Et un bit représente soit zéro, soit un. Vous pouvez vous dire, mais comment se fait-il que des 0 et 1 forment le langage de l'ordinateur? Effectivement, quand on écrit par exemple A, nous voyons A, mais l'ordinateur ne voit pas A. Lui, ce qu'il voit, c'est une suite, soit de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. On va pas faire le cours du binaire ici, mais c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi. Parce que après, on verra l'importance de cette notion pour le choix des variables qu'on doit faire. La plus petite information, c'est soit 0, soit 1. Et on appelle ça le bit ou le byte. Ensuite, on a un ensemble de bits. C'est-à-dire que si on a 8 bits, un enchaînement de 0, 0, 0, 1, ça dépend, je ne sais pas si c'est A, si c'est quoi là, ça dépend de quelle information qu'on veut exprimer comme ça. Mais si on a un enchaînement de 8 bits, ça forme un octet. Quand on a un enchaînement de 1024 octets, on a 1 kilo-octet. Quand on a un enchaînement de 1024 kilo-octets, on a 1 mégaoctet. Quand on a un enchaînement de 1024 mégaoctets, on a 1 gigaoctet. 1024
Euh, gigaoctet, on a 1 Tera. Donc 1 Tera, c'est 1000 gigas ou 1000 gigs, comme on le dit ici chez nous. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que quand on va évoluer, vous allez voir que dans le choix des variables, le type de variable qu'on doit utiliser par rapport à un certain besoin, on aura à exploiter ces informations. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui a une question sur ça? Sinon, on peut y aller s'il n'y a pas de réaction. Pour ce qui est des bits et comment la façon de quantifier les informations. Frère Barros, Oui. je n'ai je n'ai pas bien perçu les bits, les autres là que vous avez dit. Ouais, Tu peux répéter ouais, je disais un peu la ceci. différence. Je disais ceci. Est-ce que vous avez téléchargé le document que je vous avais demandé de télécharger? Toi, tu as téléchargé ton document. Les documents là, Ouais. Donc, le premier document là, je n'avais pas téléchargé ça. Ah, ok. Donc, Et, ce que je et vais tu dire, m'avais dit, on va voir. ce que je vais dire, c'est que les vidéos que je vous ai données, je vous avais montré comment vous pouvez la voir. Si vous ne l'avez pas téléchargé, essayez de trouver un moyen de la voir aujourd'hui, ce soir, par rapport à ce qu'on va faire, parce que ça va se baser sur ce document-là. Donc, vous pourrez revenir sur ça. C'est ça. Maintenant pour les explications, comme je le disais tout à l'heure, donc je vais arrêter vos micros pour éviter les échos. Ouais, ok. Donc, je disais que la quantification de l'information, c'est-à-dire que quand on va par exemple à IGA, tu veux acheter, je ne sais pas, des arachides par exemple, on va te dire que ça se vend par livre. Donc, c'est une quantité. Dans d'autres pays, on utilise le kilo pour quantifier comment, le matériel ou sinon les choses qu'on veut te vendre, les denrées qu'on veut te vendre. Maintenant, nous, en informatique, pour quantifier, pour peser ou sinon pour voir la quantité de l'information qu'on veut manipuler, on utilise le byte, on utilise l'octet, on utilise le kilo-octet, on utilise le méga-octet et on utilise le giga-octet, le téra-octet. Ces termes-là font référence à une quantité d'information. Par exemple, la plus petite quantité de l'information, par exemple, que nous avons en informatique, c'est soit 0 ou 1. C'est ça le langage que l'ordinateur parle, le langage binaire. Donc la plus petite information, c'est le bit. Parce que l'ordinateur parle juste le langage binaire, le langage qui est basé sur 2 éléments. Et ces éléments, c'est 0 et c'est 1. Maintenant, ce bit étant la plus petite information, la plus petite quantité de l'information qu'on peut avoir en informatique. Après ça, quelle est la quantité qui vient après le bit? C'est l'octet. L'octet est plus grande en termes de quantité d'information que le bit. Le bit, c'est soit 0, soit 1. Maintenant, l'octet, lui, c'est un ensemble des bits. C'est-à-dire, c'est 8 bits. Quand tu comptes 8 bits, ça dépend de qu'est-ce que tu mélanges. Par exemple, si je veux avoir A, euh, je vais vous montrer un peu. J'ai pas prévu de faire la formation sur le binaire, mais on va voir code binaire de A, par exemple. Je sais pas s'il va me donner ça. Bon, convertir, je sais pas si ça va marcher, hein. Je vais dire A vers le binaire. Vous voyez par exemple le A. Le A, nous voyons A dans notre langage humain, mais la machine, lui, voilà comment il lit le A. Ça, c'est le A dans le binaire. Maintenant, on va compter, ça fait combien de bits? Ça, c'est un bit. Ça, c'est un bit.
ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 8 bits que nous avons. Le A est composé de 8 bits. Et dans les 8 bits, nous avons 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ces 8 bits-là forment un octet. Donc A dans la mémoire occupe un octet dans la mémoire de l'ordinateur en termes d'espace, en termes de quantité de l'information. C'est 8 octets, c'est-à-dire, un octet, c'est-à-dire 8 bits. Maintenant, après l'octet, nous avons le kilo-octet. Le kilo-octet, ça fait combien de octets qui nous donne un kilo-octet? 1024 octets égale 1 kilo-octet. Voilà. Et après le kilo-octet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le méga-octet, qui est encore plus grand. Là, nous avons commencé par la plus petite information, la plus petite unité, pardon, pour aller vers la plus grande unité. J'ai un bit qui représente soit 0, soit 1. Je monte à une unité plus élevée, je passe à un octet qui regroupe 8 bits. Et quand j'ai les 8 bits, je vais monter, j'ai les 8 bits qui forment un octet, je monte à 1 kilo-octet, ça me fait 1024 octets. Quand j'ai 1024 octets qui forment 1 kilo-octet, je monte à la plus grande unité, ça me fait un mégaoctet, c'est-à-dire 1024 kilo-octets. Donc, chaque fois que tu veux monter pour aller à la plus haute, tu multiplies le nombre que tu as par 1024 jusqu'à atteindre 1 téra. Je pense que c'est un peu plus clair. Si, frère Calvin, tu n'as pas compris, tu peux revenir sur la question, mais n'oublie pas de télécharger le livre. Ok. Maintenant, ça c'était en termes de quantification. Comment quantifier les informations? On va tourner maintenant la page. On va venir sur IntelliJ. Notre joyau pour le moment. Le fameux IntelliJ qui va nous permettre de créer nos WhatsApp à nous. Là, je vois Klein sourire. Bon, maintenant, ce que vous devez savoir, nous avons dit qu'une variable, c'est un espace mémoire où on va stocker, manipuler des informations qu'on peut rendre à l'utilisateur par la suite. Mais il faut savoir qu'en Java, on a deux types de variables, deux catégories, disons, deux catégories de variables. Et ces catégories, on a les variables simples, qu'on appelle des variables de type primitif, comme ceci. Je vais les écrire comme ça. Variable simple ou primitif. Et puis, on a des variables complexes ou objets. Les objets, on va en parler un peu plus loin parce que comme on le dit, c'est un peu plus complexe. C'est des variables qui ont des variables à l'intérieur, donc on va les voir. Mais pour l'instant, nous allons commencer par parler de type primitif. Qu'est-ce que nous trouvons dans les types primitifs? Nous avons le byte, qui est un type de variable. Je sais que ça va me donner d'erreurs. Ne vous occupez pas de ça. Si je peux le mettre en commentaire pour éviter d'avoir des ennuis. Bon, comme ceci. Donc, nous avons le byte. À part le byte, nous avons le short. Je vais expliquer ça après. À part le short, nous avons le int, qui est aussi de type primitif. À part le int, nous avons le long. Nous avons le float, qui est aussi de type primitif. Nous avons le double,
comme ceci. Nous avons le char. On va expliquer ça tout à l'heure. Nous avons le booléen. Si c'est booléen, bon, nous en français on dit booléen. En anglais, frère Samuel et Klein pourront nous aider. Là, nous avons le type primitif. Bon, il y a une variable qui parfois est considérée comme dans le type primitif, mais c'est une exception, on va le gérer après. C'est le string. Mais lui, c'est un objet, mais en fait, on va le gérer après. Prenons d'abord les types primitifs. Le byte, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il a comme quantité d'informations? Qu'est-ce qu'il peut contenir comme quantité d'informations? Le byte, lui, ne peut contenir qu'un octet. Alors, si je vous pose la question, c'est quoi un octet? C'est quelle quantité d'informations que nous avons? Non, c'est 8 bits. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir quantifier l'information pour ne pas abuser de la mémoire. Parce que en informatique, la mémoire est sacrée. Puisque plus tu exploites mal la mémoire de l'ordinateur, ben, tu peux la faire chier. Et au final, tu te retrouves avec un programme très lent, mal géré. Et puis voilà. Donc, il faut savoir quantifier l'information. Maintenant, dans le byte, nous avons un octet. Dans le short, ici, lui, c'est un octet. Oui. Dans le short, lui, il contient 2 octets. Le short contient 2 octets, c'est-à-dire combien de bits? 8 fois 2, ça fait 16. Ensuite, nous avons le int. Le int, oh là là, pourtant je voulais juste copier-coller comme ceci. Le int, lui, il contient 4 octets. Int, le long, lui, il contient 8 octets. Et le float retombe à 4 octets. Ensuite, on a le double qui lui aussi a 8 octets. Ensuite, on a le char. Le char, lui, c'est en fait un seul caractère, donc c'est un octet. Comme nous venons de le voir pour A là, c'est un caractère. Et après, nous avons le booléen. Le booléen, lui, a une seule valeur, c'est soit vrai, soit faux. Donc, en anglais, bien sûr, on ne programme pas en français. Dans Java, c'est vrai ou faux. False. Bon, lui, on va le voir après. Fait comme ceci. Maintenant, là, nous avons les types primitifs. Et les valeurs que le byte peut contenir peuvent varier de moins 128 à plus 127 ici. Ce sont les valeurs que... Tout ça, vous allez retrouver ça dans le document. Ce sont les valeurs que lui peut contenir. Le short, lui, peut contenir de moins 32 768 à plus 32 767 comme valeur. Parce que là, nous sommes dans les nombres, les entiers et ainsi de suite. Et le int, lui, il peut contenir de moins, le int ici, il peut contenir de moins 2 multiplié par 10 exposant 9. Vous allez faire les calculs, je vous donne l'exercice. À plus 2
fois 10 exposant 9 comme nombre qu'il peut contenir. Parce que là, nous n'avons pas de chaîne de caractères. Les chaînes de caractères seront dans les strings. C'est là qu'on va les gérer de façon spécifique. Pour l'instant, nous sommes dans des entiers, des nombres à virgule, ainsi de suite. Et dans le float, vous allez voir que le float, le long, pardon, lui c'est moins 9 fois 10 exposant 18. Et je vous laisse le reste pour que vous puissiez aller faire une petite recherche, comme on le veut toujours en informatique, pour savoir la quantité, sinon la plage de nombres que le float peut avoir, et le reste. Maintenant, avant de passer au string, nous allons parler un tout petit peu de comment déclarer une variable, de comment solliciter l'espace dans la mémoire. Qu'est-ce que nous pouvons dire à un programme pour lui demander de nous créer une variable ou de nous donner, de nous réserver un espace dans la mémoire? Pour déclarer une variable, ce qu'on fait, c'est ceci. La formule, je vais mettre ça en commentaire. La formule est simple, c'est on écrit d'abord le type du variable qu'on veut, type de la variable. Ensuite, on met son nom. Donc, pour les rendre un peu plus... attendez, excusez-moi. Ah, je suis ici. Hop. Je suis là. Bon, voilà. On va faire ça comme ceci. Type de la variable. Ensuite, on a le nom de la variable. Ensuite, on met égal pour l'initialiser. C'est-à-dire, on lui attribue une valeur initiale. On met valeur initiale. Ça, c'est la formule. Le type ici, c'est ça. C'est parmi ceux-là, on va choisir. Est-ce que c'est un byte qu'on veut? Est-ce que c'est un float? Est-ce que c'est celui-là qu'on va placer comme type de variable? Ensuite, le nom, on va choisir notre nom à notre volonté. Ça, c'est à la discrétion du programmeur ou du développeur. Mais il y a quand même des principes qu'il faut respecter. Le principe, c'est que les noms de variables doivent toujours commencer en minuscules. Ensuite, les noms de variables doivent être expressifs, c'est-à-dire ils doivent donner du sens à leur rôle. Par exemple, si je voudrais sauvegarder des noms dans une variable, je l'appelle nom. Et dès que je la regarde dans mon programme, je sais que non, cette variable-là fait référence à des noms. Mais je ne peux pas prendre une variable, par exemple, qui va sauvegarder des noms, je l'appelle X. Et quand je vais revenir sur mon code, je peux me perdre. Pour éviter ces choses-là, ces genres d'erreurs, on donne un nom qui exprime le rôle de la variable. Et si éviter effectivement des noms trop longs, par exemple, variable de la poubelle de je sais pas, de Saint-Hyacinthe au Mascoutin, par exemple. C'est un nom trop long. Tu peux quand même le raccourcir d'une certaine manière. Et troisième, sinon, je ne sais pas quantième principe, un autre principe, c'est que chaque fois qu'on veut écrire une variable avec plusieurs mots, se baser toujours sur le style ici, en commençant par le minuscule. Donc, chaque lettre de chaque mot qui compose le nom de notre variable doit être en majuscule. Alors, sur ce principe, ce que nous allons faire, c'est que je vais créer une variable de type byte. Je peux dire, je mets d'abord le type byte, ensuite je mets le nom
Qu'est-ce que je veux prendre? Par exemple, température. Par exemple, ça c'est juste un exemple. Température. Et je fais égal. Et je vais l'initialiser. Comme on a dit, la valeur part de moins 128 à 127. Donc je peux dire 100. Et voilà ma variable. Là, je l'ai nommée, mais elle n'est pas encore créée dans la mémoire. C'est quand je vais exécuter mon programme que la variable sera créée dans la mémoire. Et le nom de la variable, ça sera température. Le nom de la variable, c'est en fait l'ordinateur lui va faire référence à la variable qui s'appelle à la case mémoire qui est nommée température. Et le 100 là, c'est la température qu'il fait. Ou alors c'est juste Non, non, ça c'est la valeur initiale que moi j'ai donnée à ma variable, mais que je peux, par rapport à mon programme, ça dépend de ce que moi je veux avoir au final, à ce que je veux traiter dans mon application. Donc le but, ce n'est pas juste de créer des variables, mais le but c'est que la variable qu'on crée doit avoir une utilité par rapport à notre application. Tu vois par exemple quand tu écris un message sur WhatsApp, pam, 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 tu appuies sur envoyer, ça passe par des variables. Parce que la zone de texte que tu utilises là, c'est une zone de texte qui fait référence à une variable donnée quelque part, qui prend ce texte-là, qui le donne à la variable. Et la variable, ce qu'elle fait, c'est que, bon, moi, tu m'as donné l'information, c'est moi qui suis en contact avec le programme, donc c'est moi qui va le transmettre et le programme va le gérer. Donc, c'est pas juste pour dire que non, c'est la température qu'il fait aujourd'hui au Québec, c'est 100. Non, non. Ok. Ouais, et tu peux poser la question pour tout le monde, hein, parce que là, nous sommes dans la petite séance de questions-réponses. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris pour à peu près 5 minutes. Ouais, je demandais pour la variable, le rôle principal de la variable. Je pense que, est-ce que ce n'est pas dans le dossier qu'on va les faire ça? Parce qu'au début, tu as dit que c'est l'espace que le programme va occuper dans le programme file. Maintenant, donc, est-ce qu'on peut pas juste créer un nouveau dossier? Non, Ça peut être considéré comme une variable ou alors. c'est-à-dire que ce que tu dois comprendre, je ne sais pas si les autres, vous avez compris la question de Klein. Là, j'ai des échos. En fait, Klein, ce qu'il dit, c'est que est-ce qu'on ne peut pas créer juste comme on crée des dossiers là, au lieu de créer une variable comme ceci? Le problème, c'est quoi? Notre application, sans variable, on ne peut pas faire des applications. Si on ne sait pas créer des variables, on ne peut pas programmer. Pourquoi? Parce que dans notre programme, nous avons besoin de manipuler des informations. Par exemple, si je t'ai dit, fais-moi un programme qui peut dire à quelqu'un, ou sinon qui peut calculer l'âge qu'une personne a à partir de son année de naissance. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas demander, quand ton programme va démarrer, tu vas demander à l'utilisateur de te donner sa date de naissance. Maintenant, toi, quand tu vas récupérer sa date de naissance, là, où est-ce que tu vas mettre ça? Tu vas mettre ça dans une variable. Donc, dans un espace de la mémoire. Là, on ne parle pas de la mémoire du disque dur où tu stockes les informations. Non. Là, nous sommes dans la mémoire vive. Tu comprends? On parle de la mémoire vive et du processeur. Ça va se jouer entre les deux. Et une fois que tu lui as donné, non, l'utilisateur donne la date de naissance à ton programme, le programme va prendre la date de naissance, va la sauvegarder dans la variable, et c'est à partir de là qu'il va faire les calculs. Il va aller chercher l'information dans la variable, il fait ses calculs, et ensuite il retourne à l'utilisateur pour lui afficher la date de naissance, qui regarde la date de naissance, et comme ton âge. Tu vois. Et ça, tel que nous venons de faire ici, nous avons donné un plan à notre programme pour que cette variable-là puisse exister. C'est quand je vais exécuter mon programme, si je fais exécuter, voilà. Donc là, mon programme s'est terminé, c'est exécuté. Bon, je n'ai pas donné d'instruction à part juste créer cette variable.
Ce qui s'est passé, c'est que mon programme s'est terminé correctement, sans erreur. Voilà pourquoi j'ai le code 0 ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé en arrière? Ce qui se passe, c'est que quand mon programme s'exécute, il crée la variable dans la mémoire qui va s'appeler température. Il lui donne la valeur 100 et ensuite, comment je dirais, comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire, il efface cette variable et mon programme s'arrête parce que moi, je ne fais pas d'opération. Mais si je peux changer ça, par exemple, je peux dire que je fais ça system out température. C'est-à-dire, affiche-moi la température. Quelle est la température qui a été mise dans la variable température? Ben, quand le programme va se dérouler, tu vois ce qu'il me dit ici. Je ne sais pas si vous remarquez, il m'affiche 100. Maintenant, si je lui disais par exemple, je dis, bon, sinon je vais me précipiter un peu, dans quelques instants, on va y arriver. Si je disais à l'utilisateur, à l'ordinateur de demander quelle température il fait aujourd'hui dans votre ville. Quand l'utilisateur va taper le degré qu'il fait dans sa ville, l'ordinateur va prendre cette valeur pour garder ça dans la mémoire et ensuite moi je vais faire les traitements avec des instructions. Par exemple, si la température est de -5, dites qu'il fait froid. S'il est de -10, dites que... Et après, tu retournes la réponse à l'utilisateur comme quoi que il fait, chez toi, vous êtes dans l'hiver, ou bien vous êtes dans l'été, ou sinon tu es dans un climat tropical. C'est ça l'utilité des variables. Donc, tant qu'on n'a pas des variables, on n'a pas de programme. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de faire, par exemple, l'utilisateur demande quelle température il fait, et puis l'application donne la température. C'est possible de faire ça. C'est possible. C'est-à-dire que, une parenthèse, la programmation que nous sommes en train de faire, la limite, c'est votre cerveau. Votre capacité à réfléchir, c'est ça la limite. Mais pour l'instant, on va avoir tous les outils nécessaires pour faire tout ce qu'on veut. Sauf aller pirater le compte de Bill Gates. Parce que là, sinon, vous allez vous faire des problèmes. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, il y a le frère Samuel qui agite la main. Frère Samuel. Oui, Tato Samuel, tu peux parler. J'ai dit ceci. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'ai dit ceci. La première chose, si Klein pose des questions, tu n'ouvres pas le micro pour qu'on n'entende pas la question de Klein. Moi, je n'ai pas entendu les deux questions là. Ah, Parce ok, que tu ok. as fermé le micro. Oh là là, en tout cas, excusez-moi, c'était peut-être une erreur de ma part. C'est parce que j'évitais l'écho. Klein avait demandé en fait l'utilité, l'importance de la variable. Qu'est-ce que ça pouvait nous servir? C'est pour ça que Ok. je disais que la variable sert à stocker l'information pour nous permettre de manipuler cette information-là selon le traitement qu'on veut lui donner et ensuite de retourner le résultat chez l'utilisateur. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un Moi, d'autre qui a une question? Ah, toujours frère Samuel. oui. Moi, la question, c'était pour les bytes là. Mhm. Les bytes là, vraiment, si tu peux un peu en arrière, pourquoi les bytes, pourquoi tu as pris température? Si par exemple, je mets là-bas cahier, Bon, là où tu mets température, je mets cahier là-bas. Ou je mets livre. ok. Je disais ceci que le nom de la variable ici dépend du programmeur. Donc, c'est toi qui vas donner, même si tu vas appeler ça par exemple pain, ou bien tu vas appeler ça, je sais pas, chien, ou tu vas appeler ça monguet, ça dépend de toi. Ça, le nom, ça dépend de toi. Mais le seul principe qu'il faut respecter, parce que quand on commence à développer, ça va devenir très lent assez rapidement. Vous allez avoir beaucoup de lignes de code en un rien de temps. Quand vous avez des idées, que vous voulez les mettre sur une application, vous voulez développer un projet, ça devient lent. Vous pouvez vous retrouver par exemple avec 10 000 lignes de code.
Maintenant, il y a un principe qu'il faut respecter pour ne pas se perdre dans les instructions que vous avez créées ou que vous avez écrites. C'est quoi le principe? Donner des noms qui sont significatifs. C'est-à-dire, si je veux que cet espace mémoire-là, cette variable-là que je veux exploiter, puisse gérer, par exemple, les noms des personnes, ben, je vais l'appeler directement nom ou bien nom de personne. Je peux, par exemple, dire ici, si je voulais utiliser l'autre type que je vous ai réservé dans le string, je dis, par exemple, nom de personne. Tu vois, je lui mets par exemple à vide, comme ceci. Donc, le nom ici, ça dépend de chacun, de chaque programmeur. Mais sauf que respecter au moins l'expression de la variable, c'est-à-dire l'utilité, son utilité, à quoi ça sert. De sorte que même si tu as 10 000 lignes de code, dès que tu jettes un regard sur ton code, sur tes instructions, tu sais que ah non, cette variable-là, elle fait ceci parce que elle s'appelle telle. Si ici j'ai appelé la variable température, c'est parce que je voulais illustrer ou bien illustrer mes propos avec la température. Donc si toi tu veux l'appeler, je sais pas, chicane, tu peux l'appeler chicane. Si tu veux l'appeler, je sais pas, ma boule ou je sais pas, ma bodo, ou en tout cas je sais pas quoi, tu peux lui donner n'importe quel nom. Mais sache que le nom que tu vas lui donner aura des répercussions quand tu vas revenir sur ton code. Moi, je suis en train de développer une application ici, là. Je pense que j'ai travaillé juste 3 jours. Mais ici, je vous montre le nombre de lignes que j'ai déjà. Ça fait beaucoup de lignes. Beaucoup. Il y a même sur un petit fichier, je peux avoir plus de 800 lignes. Bon, maintenant, si je reviens dessus et que j'avais écrit, par exemple, j'avais écrit flop. Ça ne signifie rien pour moi. Flop, flop, flop. Maintenant, je retrouve comme ça flop. Ça veut dire quoi? Ah, au fait, flop là, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que flop fait? Tu vois, ça va me faire perdre du temps. Mais pour éviter ça, je fais quoi? Ben, je m'engage directement sur des noms qui sont significatifs. C'est à peu près ça. J'espère que c'est bon. Ouais. Ok. Alors, quelqu'un d'autre a une question? Personne. Parfait. On va prendre une petite pause pour quelques minutes. Le temps de prendre un peu d'eau. Une dizaine de minutes, je pense que ça pourrait faire du bien à tout le monde. N'est-ce pas? Oui, Baros, Ouais. avant que tu parles, regarde ici, là où tu as mis les commentaires. Mhm. Les commentaires, là, nous, on ne voit pas où tu as tapé où. Pour que nous aussi, on va voir les commentaires ici, parce que tu as écrit commentaire, mais tu as tapé où? De taper là, il faut aussi regarder sur ça. Bon, peut-être que j'étais mal peut-être que j'étais mal compris. C'est-à-dire que comment j'ai fait pour écrire des commentaires comme ça Voilà. sur Non, si tu nous montres, là, on peut taper. ça, il faut regarder la vidéo de la fois passée. C'est-à-dire, on faisait ceci, on écrivait juste sur ton clavier, tu vas voir le caractère ici. Ok. Tu vas aussi voir le caractère là. Ensuite, si je fais comme ça, par exemple, j'ajoute comme ça, Mhm. je ferme et que je viens ici, tu vois ce que ça me donne quand je fais comme ça. Ça s'aligne. Donc, ça, c'est. Ça, tu as montré dans la précédente vidéo. Bon, je me rappelle pas trop, mais essaie de suivre d'abord la première vidéo ou la deuxième. À l'enregistrement, je vais vous parler de ce cas particulier ici. Et après, je vais vous demander de faire rapidement un exercice, à peu près pendant 5 minutes, pour me créer des variables comme ça. Et quand chacun va finir, on va passer à l'étape suivante. Parce qu'on doit faire des opérations aujourd'hui avec les variables. Alors, le cas particulier des strings, nous avons dit que les variables ici sont des types primitifs. Lui, des fois, il est considéré comme
parfois on le mélange par défaut dans la classe dans le groupe des variables primitives, mais en fait c'est pas une variable primitive, c'est une variable objet, c'est un objet. Et ça, ne vous posez pas des questions pour l'instant. Pourquoi c'est un objet? Qu'est-ce que ça fait? Tout ça, on va le voir très très bientôt. Sauf que pour lui, ce que nous allons faire pour l'instant, avec un objet, il y a plusieurs façons de le déclarer. Mais pour l'instant, pour maintenant là, ce que je veux faire, c'est de vous montrer une seule façon que nous allons développer plus tard. Pour un string, comme je l'avais fait, si vous remarquez, il est différent. Les autres sont en minuscules. Les premières lettres sont en minuscules. Mais lui, la première lettre est en majuscule. String, c'est en majuscule. Et le nom, bon, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Ensuite, on peut dire ici bonjour, par exemple. Donc, lui, pour le créer, n'oubliez pas que le S est en majuscule. Si je mets en minuscule, il va me dire que c'est une erreur, ça n'existe pas ça. Il met ça en rouge. Donc, vous devez mettre ça en majuscule. Voilà, ça c'est pour le string, le cas particulier. Parce que lui, comme c'est un objet, on peut aussi faire ça. On peut aussi écrire comme ceci, par exemple. Salutation, je fais égal new salutation. New string, pardon. New string, je fais comme ceci. Mais ça, on va voir ça plus tard. Donc, pour l'instant, ça c'est à proscrire. On va pas se faire des ennuis avec ça. Je vais vous laisser d'abord sur cette méthode ici. Donc, je vais vous donner 5 minutes. Là, il est 25 jusqu'à 30. Maintenant, revenons aux variables. Nous avons appris les types de variables, comme je le disais tout à l'heure. Et nous avons essayé d'initialiser des variables à la création. Donc, en leur donnant des valeurs par défaut. Ce que nous allons faire pour la suite, c'est que on va apprendre les opérations arithmétiques pour que nous puissions exploiter nos variables. Pour que tu trouves, toi Klein, pour que tu trouves l'utilité à ta question que tu posais tout à l'heure. Mais à quoi servent les variables? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'apprendre les opérations arithmétiques. Vous connaissez ce que nous utilisons, les signes ou les symboles que nous utilisons pour faire les opérations arithmétiques. Principalement, il y a, je vais les mettre dans les commentaires. Je pense que je peux effacer ça. Bon, je vais les garder quand même. Je garde ça comme ceci. Je fais ça. Et puis voilà. Pour faire des opérations arithmétiques, nous avons besoin des signes suivants. Signe suivant. Voilà. Suivant. On a besoin de quoi? Du signe plus. On a besoin de la division. C'est le slash qu'on utilise. La multiplication, on ne va pas utiliser le X comme d'habitude, mais on utilise l'astérisque pour les multiplications. Donc ici, on a addition, on a le signe là, division, on a le signe ici, et puis multiplication, on a le signe là. Ensuite, soustraction, on a soustraction, excusez, on a le signe moins. Mais il y a quelque chose de particulier qu'on appelle le reste de la division. Habituellement, on l'appelle le quotient. Le quotient, pour le calculer en Java ou dans la programmation générale, on l'appelle le modulo. Et pour calculer le modulo, on utilise le signe ici. Donc, je vais écrire modulo. Deux points, c'est ça. Donc, le pourcentage. Si tu utilises le pourcentage dans une opération, il va te donner le reste de la division.
Il va pas te donner le résultat de la division, mais lui, il va te donner le reste de la division. Alors, ces éléments ici vont nous permettre de faire des opérations arithmétiques. Mais je vais attirer votre attention sur le signe plus qui va nous servir à autre chose que l'addition. Le signe plus va nous servir à la concaténation des chaînes de caractères ou sinon peut-être des variables dans certaines dimensions. Maintenant, qu'est-ce que c'est la concaténation? Google, est-ce que tu peux nous dire que signifie concaténer? Concaténer, définition. Merci Google. Concaténer signifie joindre par concaténation. Ah, ok. Donc, concaténation, définition, c'est quoi? Enchaînement. On tourne autour du pot. Ce qui veut dire que concaténer signifie joindre deux éléments bout à bout. Je prends l'autre élément ici, je prends l'autre, je les joins, je les mets comme ensemble. Maintenant, pour joindre, par exemple, deux chaînes de caractères en Java, on utilise le signe plus. Donc, le signe plus ne nous servira pas seulement à faire l'opération arithmétique addition, mais il va aussi nous permettre de faire la concaténation. Retenez ça, réécoutez cette vidéo, cette partie, revenez dessus. Alors, nous avons appris les variables, nous connaissons les opérations. Je vais maintenant vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les variables. Par exemple, je vais créer une variable, deux variables de type int. Le premier, je vais l'appeler par exemple nombre, comme j'avais toujours fait avec mon frère Samuel, nombre 1. Je lui donne la valeur de 12. Je ferme mon instruction. Je vais créer une deuxième variable que je vais appeler nombre. Pour un peu plus de compréhension, pour ne pas vous embrouiller, nombre 1, et puis j'ai nombre 2 comme ceci. Si c'est pas ça aussi, bon, corriger. Je lui donne par exemple la valeur 16 comme pour l'initialiser. J'ai deux variables que je voudrais additionner. Une dernière variable que je vais appeler résultat par exemple. Résultat. Je lui dis résultat sera égal à nombre 1 plus nombre 2. Et puis à la fin, je lui dis system out, affiche-moi résultat. Et je peux mettre un peu de la sauce ici pour dire, je dis addition de nombre 1 et nombre 2, ou sinon je peux simplifier ça comme ceci, nombre 1 plus nombre 2 est égal à résultat. Je vais d'abord exécuter avant d'expliquer. On va regarder ce que ça va nous donner. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne, il fait le calcul. Je vais maintenant attirer votre attention. Ici, sur résultat, ce qui s'est passé, c'est l'opération addition avec le signe plus. C'est ce qui nous donne 28. 12 plus 16, c'est 28. Mais ici, le signe plus, ici, il ne joue pas le rôle de l'addition,
mais il joue le rôle de la concaténation, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Je vous ai dit qu'avec le signe plus, on ne fait pas que des additions, mais on fait aussi des concaténations. Donc, on a joint une chaîne de caractères qu'on appelle string. String en Java, c'est une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, c'est quoi? Une chaîne, d'abord, vous connaissez ce que c'est une chaîne. Ce sont les maillons qui se succèdent. Et une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. Là, ne vous occupez pas de ce plus ici. Ici, il est considéré comme une chaîne de caractères. Il ne fait ni concaténation, ni addition. Ici, dans le cadre ici. Mais où est-ce qu'il agit comme élément de concaténation? C'est quand il joint deux éléments qui ne sont pas de la même, je dirais peut-être pas du même type. C'est là qu'il fait la concaténation. Par exemple, là, nous avons une chaîne de caractères. Nous avons un entier de l'autre côté. Et lui, il fait la concaténation de ces deux éléments-là. Mais ici, où on a des entiers des deux côtés, il fait quoi? Il fait l'addition des entiers. J'espère que vous comprenez ça. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi par messagerie, je vais vous répondre à la question. Donc, ça c'est la particularité avec le signe plus. L'autre élément sur lequel il faut veiller avec le signe plus, c'est quoi? C'est que là, j'ai créé trois variables, j'ai fait la somme, ou sinon j'ai fait l'opération et j'ai mis le résultat directement dans la variable. Donc ici, ce qui se passe dans la mémoire, c'est que quand j'exécute mon programme, il commence par créer cette variable, il lui donne la valeur, il crée cette variable, voilà, il crée cette variable ensuite de type int, il lui attribue la valeur 16, là c'est quand le programme est en train de s'exécuter. Ensuite, il crée cette variable. Maintenant, la valeur qu'il va mettre dans cette variable, il va récupérer la valeur qui est dans nombre 1. Il fait l'addition avec nombre 2. Il récupère la valeur qui est dans nombre 2. Et ensuite, la somme, il la met dans cette variable. Et pour afficher ici, il commence par afficher ça, ce que je lui ai donné. Ensuite, il fait la concaténation avec le contenu du résultat. Maintenant, il faut surveiller quoi avec l'addition? Quand on va faire des exercices, je vais vraiment veiller sur votre attention sur ces petits éléments-là. Par exemple, si je fais comme ceci, j'ajoute ici, ça c'est un entier. Maintenant, regardez ce qui va se passer si je fais plus 45. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit avoir comme résultat? Klein qui est en face de moi, qu'est-ce que je dois avoir comme résultat ici? Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici par rapport à ce que je viens de faire? Tu vas avoir le résultat 28 plus 45. Ça ne va pas faire le calcul. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est sur ça qu'il faut veiller. Klein a dit qu'il ne va pas faire le calcul. Je vais exécuter pour voir est-ce qu'il ne nous a pas bourré la tête. Voilà. Ce qui se passe, c'est que nous avons 2845 ici. Il n'a pas fait le calcul. Pourquoi? Parce que lui, il a associé ça à une concaténation. C'est la chaîne de caractères qui a influencé le résultat. C'est ce qui a fait que il a considéré ça comme étant une suite de chaînes de caractères. Maintenant, pour éviter de tels scénarios, des résultats bidons comme ça, ce qu'on fait, c'est que l'opération, si nous voulons faire une opération ici, il faut l'isoler de la concaténation. C'est-à-dire, pour isoler cette partie, on va lui mettre dans les parenthèses. Voilà. Là, nous avons isolé l'opération de la concaténation. Donc, si je fais désormais l'exécution, j'exécute mon programme, voilà, il me donne le résultat attendu.
Là, il n'a pas fait la concaténation. Ça, c'est la première possibilité. Et un élément particulier à surveiller avec la concaténation. Maintenant, l'autre façon de faire des calculs, parce que là, j'ai créé plusieurs variables, mais je pouvais annuler ça. Par exemple, je mets ça en commentaire et je fais mon opération directement ici. Je dis comme ça 12 et 16 plus ça, les deux, tu mets ça dans résultat et j'exécute. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai le même résultat. Donc j'ai fait mon addition. Maintenant, si je mets la multiplication, là nous étions sur l'addition. Si je mets par exemple la division, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Il va faire la division. Mais sauf que avec l'addition ici, je vais faire ça. Hop, je sais pas. Bon, je vais changer un peu pour qu'on puisse avoir quand même un nombre correct. Je ferai comme ceci. Ouais. 24 divisé par 12 pour qu'on puisse avoir quand même un résultat qui tienne la route par rapport à ce que je veux qu'on puisse avoir. Vous voyez, il me donne 2. Si je fais la multiplication avec l'astérisque, qu'est-ce qui va se passer? Il va multiplier, ça me donne ça. Je peux aussi faire la soustraction. C'est une façon de faire des opérations. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, je peux aussi calculer le modulo, le reste de la division entre 24 et voilà. Entre 24 et 12, c'est combien le reste? C'est 0. Donc, je suis censé avoir un 0 ici. Et voilà. C'est ça le reste de la division. Mais si je mettais ici, par exemple, 13 ou 11, je dois avoir, je pense, 1 ou 2, je sais pas. Voilà, plus ou moins. Ok, on a une question qui vient de Percy. Comment faire apparaître ça? Faire apparaître quoi? Le résultat, la partie qui sort en bas ici. Oui. Cette partie. Comment le faire apparaître? Cette partie ici. Oui. En fait, quand tu exécutes, tu viens ici sur... non, laisse ma souris tranquille. Tu viens ici sur exécuter. Dès que tu exécutes, normalement, ça doit sortir automatiquement ici. Si ça ne sort pas, si c'est pour la première fois que tu exécutes ton programme, tu dois venir ici, run, comme je l'avais dit dans la première vidéo là, ici. Tu fais run, il va te faire sortir quelque chose comme ça. Tu vas là où il y a le nom de ton projet. Ensuite, tu fais run. Et puis, ça doit sortir. Normalement, c'est automatique. Tu ne vas pas aller le chercher. C'est bon? Ok. Bon. Donc, là, nous avons essayé de faire quelques opérations, le modulo et tout, en mettant le résultat de l'opération dans une variable. Mais si je m'hasardais de faire des opérations directement comme ceci, ça va aussi marcher. Tout en les isolant, je vais avoir le même résultat. Donc, je peux faire des opérations sans variable. Je peux faire, ou sinon, je peux traiter des informations sans variable. Mais sauf que là, je dois les prédéfinir avant. Je dois les créer avant. Donner mes informations à traiter avant. Maintenant, ça, c'est une façon de faire des opérations. Mais il y a une deuxième façon, ou sinon une troisième façon de faire des opérations. C'est celle-ci. Par exemple, je vais revenir sur mon exemple de départ. Ici, je vais mettre 24. Là, je mets 12. Et ici, je vais mettre des variables.
12, je voudrais diviser nombre 1 par nombre 2. Nous savons déjà le résultat, ça va nous donner combien ici? 2. Je peux aussi faire ceci. Par exemple, si je fais, je vais barrer résultat, je le mets en commentaire, j'enlève ici, je viens ici, là, vraiment suivez très attentivement. Là, on est en train de descendre un tout petit peu de niveau dans les profondeurs. Je veux faire une opération assez simple, mais sauf que c'est une division. Donc, je vais diviser nombre 1 par nombre 2. Mais en faisant une autre manière de faire des opérations. Je fais comme ceci. Je fais diviser égale nombre 2. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport au résultat? Oui, Percy a une question. Oui, moi, la question que j'ai, je pense que c'est aussi la réponse de ce que tu as fait. Parce que la manière de savoir si c'est l'utilisateur qui entre un nombre, au lieu que ce soit un 24 ou 12, l'utilisateur va n'importe quel nombre. Mais comment on peut faire pour que ce nombre-là soit à la place de 24? Je sais pas comment l'expliquer. Oui, je comprends. C'est-à-dire que pour que l'opération se fasse correctement, le nombre supérieur soit supérieur, que le nombre inférieur soit inférieur. C'est ça? Selon le nombre que le résultat soit correct selon le nombre que l'utilisateur veut entrer. Parce que là, on a défini 24. Mais si, par exemple, l'utilisateur voulait entrer 5, et si, par exemple, l'utilisateur voulait entrer 10, est-ce que c'est le 24 qui va toujours rester dans le programme ou il y a une autre manière de pouvoir le 24? Ok. Bon, tu as terminé la question, hein? Oui. Ok. Donc, en fait, ici, pour l'instant, nous sommes en train de manipuler des nombres que nous avons déjà définis. C'est nous qui avons défini. Mais dans un instant, avant qu'on termine, vraiment, je sais qu'on est presque arrivé à la fin, mais avant qu'on termine, je voulais ajouter quelque chose qui va nous montrer comment l'utilisateur peut nous donner son nombre à lui. Et nous allons juste récupérer le nombre de l'utilisateur et faire des calculs avec ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'idée. Oui, c'était ça vraiment ma question. Ok. Bon. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Une autre façon de faire des calculs, c'est comme ceci. Par exemple, là, je fais la division de nombre 1 avec nombre 2 d'une manière spéciale. Sauf que ce qui se passe ici, c'est quoi? Dans la mémoire de l'ordinateur, vous voyez ici, nous avons le même résultat. Malgré que c'est par rapport à notre machin ici, là, c'est pas l'addition, mais c'est... Comprenez un peu juste le contexte dans lequel nous sommes. Alors, le résultat, c'est que ce qui se passe dans la mémoire de l'ordinateur, quand l'ordinateur s'exécute, après avoir créé ses variables, mis des valeurs à l'intérieur, quand il arrive ici, ce qui se passe, il prend la valeur de nombre 1 qui est 24. Il va la diviser avec nombre 2 et ensuite il va mettre le résultat dans nombre 1. C'est ce que ça veut dire. Si par exemple je fais ça ici, là, je fais comme ceci et là je vais dire affiche-moi nombre 1. Apparemment nombre 1 c'est 24. Donc, normalement, ici, on devait avoir 24. Mais comme ici, on a fait cette opération, le résultat de l'opération est ajouté dans nombre 1. Donc, ce qui va nous donner toujours 2. Nombre 1 sera désormais égal à 2.
Si je dis ici, affiche-moi number one, il va me dire que number one n'est plus 24, mais number one a été remplacé par le résultat de la division, c'est 2. Si c'est plus, si j'ai mis plus ici, il va additionner. Number one sera désormais 24,36. Voilà. Si c'est une multiplication, idem. Voilà. Maintenant, une question. Si c'est une soustraction, qu'est-ce qui va se passer? Quel peut être le résultat? Klein, toi qui es... pardon? Pourquoi? Parce qu'il prend la valeur qu'il soustrait avec... on va voir si tu nous as dit la vérité, si c'est pas vrai. Ah, ton moins là, il a disparu. Donc, il a pris... C'est parce que lui, il le prend en second lieu. Il le prend en second. Et si c'est le modulo, est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon de faire des calculs avec des variables. Donc, une autre façon, disons, de faire des opérations arithmétiques avec des variables. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est un principe, ou sinon, je ne sais pas si, comment est-ce que je peux l'appeler, une technique qu'on appelle incrémentation. C'est-à-dire que augmenter d'un certain nombre. Par exemple, là, nous avons nombre tout. Si je l'enlève et que je voudrais augmenter nombre one d'un degré ou sinon d'une valeur, d'un chiffre pour qu'il soit désormais 25, j'aurais tendance à faire ceci. Soit je peux procéder comme ceci, plus comme ça, plus 1. N'est-ce pas? Si je fais ça, ça va me donner le résultat de 25. N'est-ce pas? Là, j'ai augmenté. Et sinon, je peux aussi faire comme ceci. Number one égale number one plus 1. Ça veut dire que number one, ici, pour l'instant, tu vas le considérer comme vide, mais tu vas récupérer sa précédente valeur. Ici, tu vas l'additionner avec 1. Quand tu vas l'additionner, tu vas le mettre dans number one. Tu vas écraser la vieille valeur. Je peux aussi faire ça. Mais la manière simple de faire l'incrémentation, c'est comme ceci. Je fais plus, plus. Si je fais ça, vous allez voir que si j'efface ici, j'aurai toujours 25. C'est-à-dire qu'il va, quand tu trouves un code comme ça, plus, plus, ça veut dire plus 1. Ça, c'est l'incrémentation. Maintenant, on a l'incrémentation, on a les opérations arithmétiques. Maintenant, pour terminer, ce qu'on va ajouter, c'est recevoir les nombres ou les informations de l'utilisateur. Pour l'instant, comme nous sommes dans les nombres, on va recevoir ce que l'utilisateur va nous taper, on fait les calculs et on va rendre. Alors, je vais vous laisser sur ça. Quand je vais vous donner l'exemple de ce qu'on peut faire, je vais vous dire d'aller faire un exercice qu'on va corriger demain. J'efface le tout. Samuel a une question que je n'ai pas vue. Pardon, frère Samuel, je n'ai pas vu ta question. Oui, allô, frère Samuel. Tu disais que c'est quoi le modulo, c'est ça? Non, tu as fermé tout. Je voulais demander là-bas, tu as déjà passé, tu as fermé le micro. Oh, j'avais pas vu. Attends, c'est où? C'est ça. Oui.
Il a les questions, je voulais demander avant que tu arrives là-bas. Ici. Maintenant, je faisais comme ça, je faisais ma main ici. Je Non, voulais savoir, c'était très important pour moi. c'est parce que je n'avais pas vu comment la vidéo, la zone de la vidéo était faite. Oh, oh là Je faisais comme là. ça, frère Baro, c'est la question avant que tu arrives ici. Je voulais demander, Uh-huh, quand tu as mis un résultat 45, uh-huh. ça nous donne 2000 combien? Moi, je voulais faire que, pourquoi ça arrivait 2000? Je voulais avoir le nombre Ah. là qui s'ajoute. Quel nombre ça a pris pour arriver 2000? Ah, ok. Bon, oh, c'est juste bref, moi je ne serai pas long. C'était juste pour montrer que Ah, je disais ceci, si tu fais des opérations avec surtout l'addition ou bien des opérations oui. arithmétiques en général avec des concaténations, il faut faire très attention. Mm. Pourquoi? Parce que si par exemple je prends ici et lui, ça doit nous donner combien? 36. Non, Mhm. lui, c'est 24 plus 12, ça donne donner 36. Donc, si Mhm. j'enlève le commentaire ici, je vais enlever le modulo là-bas, j'enlève le commentaire ici. Bon, je dis plus, voilà. Ici, je mets résultat. Quand j'exécute, j'ai 36 normalement ici que je dois avoir. Mais le problème, c'est que comme nous avons concaténé une chaîne de caractères avec un entier, la chaîne de caractères ici, qui est un string en soi, influence l'entier. Il le considère comme une chaîne de caractères, lui aussi. C'est pour ça, si je fais encore, j'ajoute ici par exemple 45. Moi, je veux que ça puisse être Mhm. une opération, c'est-à-dire qu'il puisse faire résultat plus 45. Ça doit me donner quelque chose, je ne sais pas, de 50, 61, je pense que ça doit me donner. Mhm. Mais au lieu que lui, il puisse faire ça, il va considérer ça comme une concaténation. Au lieu de faire l'opération, il va concaténer. Donc, il va associer 36 et 45. C'est pour ça que si j'exécute, le résultat sera 3640. 3000, c'est ça. Ah, c'est parce qu'il n'a pas fait l'opération, mais il a concaténé, il les a associés. C'est pour ça que j'avais dit, il Ok. faut surveiller ça. Si tu veux faire des opérations avec des concaténations, il faut isoler les opérations en faisant quoi? En mettant les opérations dans des parenthèses, comme ceci. Ah, Là, comme on a isolé l'opération de la concaténation, si je mhm. fais, j'exécute, il va maintenant faire l'addition. Il ne va pas concaténer lui ici, là. Il va faire l'addition et puis Ok, il va ok. concaténer. Tu vois le résultat que nous avons ici. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on est Là, en c'est train. bon. Maintenant, les modules. OK. Le modulo, c'est le reste de la division. Quand on calcule une division, Mhm. il y a toujours un reste. Le reste peut soit être 0 ou soit un nombre donné. Maintenant, le reste là, c'est ça qu'on appelle le modulo. Et si tu veux juste Ok. calculer le reste d'une division, tu ne vas pas utiliser le signe ici, mais tu vas utiliser le signe là. C'est bon? Ok. Ouais. Voilà. Bon, évoluons pour aller à la fin. Maintenant, nous voulons récupérer des informations de l'utilisateur. Je vais effacer tout ça. Si nous voulons récupérer des informations de l'utilisateur, c'est que nous devons contacter le clavier ou la souris. Ou sinon, l'écran, pour certains écrans qui sont tactiles. Parce que ce sont les unités d'entrée vers l'ordinateur. Les points d'entrée pour envoyer les informations vers l'ordinateur, c'est soit le micro, soit la souris, soit le clavier, soit les écrans tactiles, soit le scanner. Mais nous, comme nous sommes au début, nous allons exploiter le clavier.
Pour utiliser le clavier, les informations qui viennent du clavier, on va prendre une classe qu'on appelle la classe scanner. Ne vous inquiétez pas, quand on verra les classes, vous allez comprendre tout ça, ça deviendra comme l'eau des roches. Pour utiliser les informations qui viennent du clavier, on va appeler une classe qu'on appelle scanner. Scanner, comme ceci, comme on a fait avec string pour créer une variable. Souvenez-vous de ce principe. Pour créer une variable, on met d'abord le type de la variable. Ensuite, on met le nom de la variable. Et si on veut l'initialiser, on met la valeur qu'on veut mettre dedans. Maintenant, quand nous sommes arrivés au niveau de string, au début, nous avons dit qu'il y a des variables complexes et primitifs. Les variables primitives sont ici et les variables complexes, ce sont des objets. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un objet. Pour créer une variable avec string, on a dit qu'on l'instancie, c'est-à-dire qu'on crée un objet. Et pour avoir accès à notre clavier, nous avons besoin de créer un objet ou une variable complexe qu'on va appeler, qui va sortir de la classe scanner, donc du type scanner. Je peux lui donner n'importe quel nom, mais moi j'aime l'appeler clavier, comme ceci. Et puis, je fais new scanner. Percy pose la question, pourquoi scanner? Ok, attends, je termine. Système.in. Voilà. Bon. Klein commence à dormir parce que ça commence à faire réfléchir un peu. Aïe, 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 aïe. Bon. Percy, toi, tu voulais savoir pourquoi on utilise la classe scanner. Scanner, c'est une classe? Oui, c'est une classe. En fait, c'est pour l'instant, je ne veux pas entrer dans le sens des classes. Considérer scanner comme étant un type, comme string, comme booléen, tout ça. C'est un type qui va définir une catégorie ou bien une classe des variables. C'est bon? Ok. Ce sont des types, voilà, qui définissent un type de variable donnée. Bon, frère Calvin ne réagit pas pour l'instant. Je vais revenir sur toi après. Je sais que ça va chauffer un tout petit peu. Maintenant, le scanner, je crée le clavier comme un type. Et je prends le scanner ici comme un type, je crée ma variable en suivant la syntaxe ici, type, nom de la variable et l'initialisation. Je fais new, ça ne vous inquiétez pas, ça va être compris, ne vous mêlez pas la tête, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Non, soyez calme, ne vous asphyxiez pas. Prenez ça d'abord comme ça, avalez ça seulement comme ça, avalez ça. Avalez ça comme ça. Bon, évoluons. J'ai créé scanner l'objet classe avec une initialisation ou bien une instantiation qui va faire appel au système d'entrée du clavier. Maintenant, pour l'utiliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable. Par exemple, je dis int, comme on veut manipuler des chiffres, je dis par exemple premier nombre, parce que je voudrais faire des opérations. Je dis le premier nombre, je veux lui donner une valeur à 0. Il ne vaut rien. Je peux aussi dire int deuxième nombre
est égal à 0. Ensuite, je voudrais que je fasse une opération, par exemple, une addition, pour être simple. Je vais dire à mon utilisateur, j'affiche un message à l'utilisateur pour lui dire veuillez entrer le premier nombre. Je mets 2 points et puis je viens ici, je fais pour récupérer l'information qui vient du clavier. Et comme je te disais tout à l'heure que tu dois prendre cette information que l'utilisateur va donner pour la mettre dans une variable pour que tu fasses des opérations. Ce que je veux faire, c'est que je prends le premier nombre, je lui dis, toi, premier nombre, tu dois recevoir la valeur qui vient du clavier, de l'objet clavier. L'objet là, lui, il va se connecter, il va écouter mon clavier, ce que l'utilisateur va taper. Et je mets next int. Pourquoi next int? Parce que ça, c'est une fonction. Les fonctions, on en verra. Donc, ne vous mêlez pas la tête avec ça. Regardez ça seulement comme ça, que c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Je fais next int. Ensuite, je dis à l'utilisateur entrer un deuxième nombre. Veuillez, par exemple, entrer un deuxième nombre. Je fais 2 points et puis je fais deuxième nombre. Toi aussi tu vas recevoir une valeur du clavier. Comme c'est un nombre, tu fais next. Ici, frère Samuel, il connaît ça. Voilà. Et puis, j'ai reçu les 2 valeurs qui viennent du clavier. Qu'est-ce que je fais avec? Je fais une opération. Je peux dire, par exemple, comme tout à l'heure, bon, je vais afficher cette opération directement. Je dis, affiche-moi comment je veux faire ça? Hop. Je dis premier nombre plus deuxième nombre est égal à quoi? Comme il y a une concaténation, je vais isoler mon opération ici. Je fais nombre 1 plus nombre 2. Deuxième nombre. Voilà. Bon, maintenant, regardez ce qui va se passer à l'exécution. J'exécute mon programme. L'ordinateur, ce qu'il va faire, il me dit entrer le premier nombre. Donc, là, il ne peut pas continuer. Habituellement, quand on exécutait, ce qui s'est passé, c'est que il terminait le programme jusqu'à la fin avec un code 0 pour me dire qu'il ne s'est rien passé de négatif. Mais là, il n'a pas terminé le programme. Il attend que je lui donne un nombre. Je lui dis, bon, voilà, je t'envoie 45. Je fais entrer. Il me dit, ok, j'ai reçu 45. Les 45 là, il a placé dans le premier nombre, donc dans la première variable. Il attend le deuxième. Maintenant, quand je lui dis, bon, le deuxième nombre que je vais t'envoyer, c'est par exemple 25. Et puis je lui dis, j'ai fini. Voilà. Il fait le calcul ici, 10,70, et il termine l'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque fois qu'il arrive ici, next int avec l'objet scanner, l'objet de type scanner, il attend une information qui vient du clavier. Si j'entre quelque chose qui est différent à ce qui est attendu dans la variable, c'est-à-dire que là nous attendons des entiers.
Si j'entre un caractère alphabétique, ça ne va pas marcher, il va me donner une erreur. Il va me dire que non, 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 ça ne correspond pas. Moi, j'attends un entier. Par exemple, là, il attend un nombre. Si je fais O, il me dit code 1, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur. Et là, il me donne l'erreur, se trouve sur la ligne dans le fichier les variables Java, et puis la ligne ici, la ligne 34. Voilà, ça se trouve ici. Dans l'erreur, c'est produit ici. Lui, il attend cette fonction ici, là, doit retourner un entier. Je ne dois pas donner un caractère alphabétique. Alors, ce que je fais, c'est que je reviens ici. J'exécute mon programme, il attend, je lui donne 5. Je fais entrer pour lui dire que j'ai terminé. Je lui donne 4. Je fais entrer. Il fait l'opération, c'est 9. Bon, je vais résumer un tout petit peu ce qu'on a fait. En quelques mots, je dirais, on a vu les types des variables. On a les types primitifs et les types objets. Donc les types complexes et les types simples. Maintenant, les types simples ou les types primitifs, ce sont le byte, le short, le int, long, float, double, char et booléen. J'ai fait exprès de ne pas entrer dans les détails de quelle est la valeur que lui doit avoir, long, float, tout ça. Pourquoi? Pour vous renvoyer au livre, pour que vous puissiez lire et voir que donc dans float, on va mettre telle valeur, telle valeur, telle valeur. Dans booléen, on va mettre telle valeur. Je vais vous poser la question demain sur ça. Ensuite, nous avons vu les opérations arithmétiques. Non, la création des variables. Comment nous pouvons créer une variable à partir de ces types que nous avons ici. Et le principe, c'est celui-là. Maintenant, après avoir créé une variable, nous avons vu les différentes opérations que nous pouvons faire avec une variable ou des variables. Les opérations arithmétiques. Maintenant, après les opérations arithmétiques, nous avons parlé de l'incrémentation et de la concaténation et du fait qu'on doit isoler les opérations que nous voulons faire dans une chaîne, dans une concaténation. Et après ça, nous sommes tombés sur l'objet scanner pour utiliser les informations qui viennent du clavier. Là, nous avons manipulé des nombres, mais nous pouvons aussi récupérer des informations comme le nom, donc des textes. On peut récupérer des noms, on va y arriver. On va faire des tables de multiplication, on va faire beaucoup de petits trucs. Mais la base, c'était qu'il fallait que vous puissiez savoir donner des informations à l'ordinateur et que l'ordinateur fasse le traitement pour vous les retourner. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un exercice grandiose. La seule chose que je vais vous demander de faire, c'est d'aller répéter ce qu'on a fait. Mais demain, vous allez avoir un exercice qui va vous creuser un peu le cerveau. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là.